À Malte, l'assaut vient d'être lancé à l'instant pour libérer les passagers du Boeing égyptien détourné la nuit dernière. Congrès de la CGT, Henri Krasuki, dès l'ouverture, s'est livré à une longue critique du gouvernement. Ouverture du synode de l'Église catholique à Rome, il doit faire le bilan du Concile Vatican II. Le regard d'une télévision de l'Est sur la France, celle de Pologne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'aventure tragique des passagers du Boeing égyptien détourné la nuit dernière entre Athènes et le Caire, cette aventure tragique est sans doute en train de connaître son épilogue en ce moment même sur l'aéroport de Malte. En effet, nous avons appris il y a une dizaine de minutes que l'assaut venait d'être lancé contre l'appareil pour libérer les passagers, un assaut lancé sans doute par le commando d'élite de l'armée égyptienne qui a été dépêché dès ce matin à Malte. On ne sait pas encore comment s'est déroulé cet assaut. Selon certains témoins, il aurait fait plusieurs victimes et peut-être pas seulement parmi les membres du commando. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les pirates dans la journée ont déjà tué plusieurs des passagers du Boeing, au moins 3. Gérard Pinson nous retrace maintenant le fil des événements de la journée. Hier soir, le Boeing 737 d'Égyptair venait tout juste de quitter Athènes lorsque les terroristes, au nombre de 4, ont obtenu qu'il se déroute sur l'île de Malte. Avant même que l'appareil ne se pose à La Valette, 2 personnes au moins étaient mortes, l'un des pirates et un agent des services de sécurité de la compagnie égyptienne qui avait dégainé dès les premiers instants du détournement. À La Valette, les autorités maltaises, Premier ministre en tête, refusaient de céder aux terroristes qui, au nom d'une soi-disant révolution égyptienne, réclamaient le plein de carburant pour repartir. La Libye, aussitôt évoquée, annoncera très vite qu'elle refuserait d'accueillir l'appareil. Dans la nuit, 21 otages, essentiellement des femmes, avaient été libérés. L'une d'entre elles, une jeune américaine grièvement blessée, devait décéder lors de son transfert à l'hôpital. 3 morts donc et peut-être 7, puisque certains témoignages faisaient état de 4 autres corps découverts ce matin au pied de l'appareil. Quant à cette jeune femme égyptienne qui raconte la fusillade dans l'avion, elle affirme surtout l'accent très palestinien des pirates de l'air. Ce midi, l'Égypte avait acheminé sur place par avion militaire un commando d'élite à la disposition des autorités maltaises. La Grèce, l'Italie et les États-Unis unissaient leurs actions. Et il y a donc moins d'une demi-heure, l'assaut a été donné sur l'aéroport de La Valette. Dans le Boeing égyptien se trouvaient encore 70 otages aux mains de 3 terroristes. Nous ignorons combien de personnes ont trouvé la mort dans le dénouement de ce drame. Oui, c'est le département d'État à Washington qui vient de confirmer que cet assaut a bien été lancé par les forces égyptiennes en collaboration avec l'armée et la police de Malte. Cela dit, quant à l'identité du commando, elle reste évidemment très mystérieuse car les pirates ont dit appartenir à un groupe baptisé Révolution égyptienne qui combattrait en Égypte contre la paix signée avec Israël, mais on ignore précisément ce que réclamait le commando en échange de ses otages, Lazare. Oui, alors, les Égyptiens voient derrière ce détournement la main des Libyens. Et ils considèrent ce détournement comme un nouvel épisode dans la guerre de déstabilisation menée par Tripoli à l'encontre du Caire. Effectivement, il pourrait s'agir d'une opération d'inspiration libyenne visant à démontrer que les ennemis du régime égyptien peuvent frapper quand ils veulent, où ils veulent, les intérêts du Caire. D'autant plus que Tripoli a une fois de plus été tournée en ridicule il y a 10 jours après que les services de sécurité égyptiens aient déjoué un attentat contre des opposants libyens réfugiés en Égypte. Alors vous allez me dire que le nom du mouvement qui revendique le détournement, à savoir Révolution égyptienne, ferait plutôt penser à une organisation islamiste ou d'extrême gauche égyptienne. Alors, il n'y a pas ce genre de logique au Proche-Orient. Révolution égyptienne peut être un prête-nom à des services secrets étrangers. Cette organisation s'est faite connaître à 2 reprises, 2 attentats contre des diplomates israéliens au Caire, le dernier il y a 3 mois. Selon les informations que j'ai recueillies, les Égyptiens avaient capturé 2 des auteurs de ces attentats et l'un est égyptien. En tout cas, cette organisation était bien informée, elle connaissait parfaitement la biographie d'un des diplomates israéliens visés. Révolution égyptienne est apparemment très organisée, donc probablement manipulée de l'extérieur. Alors, dans l'affaire présente, si l'on en croit les témoignages des passagers libérés, les pirates seraient palestiniens. Ça n'exclut pas, là non plus, leur manipulation. Ce détournement pourrait ainsi viser à la fois le président Moubarak et Yasser Arafat. Le chef de l'OLP vient de faire au Caire une déclaration solennelle, s'engageant à abandonner la lutte armée en dehors des territoires occupés. Et cela sur insistance du président égyptien.
Cette prise de position a provoqué de violentes réactions et de nouvelles divisions dans les rangs arabes et palestiniens. On en saura un petit peu plus dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent sûrement. Bien sûr, et surtout quand on établira l'identité exacte du commando. Cela dit, l'avion détourné, le Boeing égyptien, était parti d'Athènes et donc, une fois de plus, la sécurité de cet aéroport est mise en cause ce soir. En effet, c'est d'Athènes déjà qu'était parti le Boeing de la TWA détourné sur Beyrouth en juin dernier et les autorités grecques se voient reprocher une fois de plus le manque de sévérité de leur contrôle. Hélène Rizacher. Les Grecs soulignent que sur 160 avions détournés entre 1980 et 1984, 2 seulement venaient d'Athènes. Mais l'aéroport bat des records avec le détournement le plus long de l'histoire en juin dernier et celui d'aujourd'hui, probablement le plus meurtrier. Nous allons d'abord regarder si effectivement l'aéroport d'Athènes est en cause et si c'est le cas, je proposerai pour ma part au Bureau national du SNPL de demander à l'IFALPA, qui est l'Association internationale des pilotes de ligne, d'envisager un boycott qui sera un boycott symbolique certainement de 24 heures ou de 48 heures, de façon à démontrer que les pilotes de ligne du monde entier en ont assez. De toute façon, en matière de détournement, il n'y a qu'une seule mesure qui soit efficace, c'est la prévention. Il faut être absolument certain que dans l'avion, il n'y a aucune arme. Et pour ça, on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autre solution que la fouille des passagers et le contrôle total de l'aéroport, c'est-à-dire des gens qui viennent travailler dans les avions, des gens qui approchent de l'aérogare, un contrôle complet et extrêmement fastidieux à faire, je le reconnais, mais qui est tout à fait nécessaire. L'aéroport d'Athènes était qualifié de dangereux jusqu'au début de l'été par l'Association internationale du transport aérien. Elle reprochait aux Grecs leur manque de motivation. Les agents de surveillance des bagages prêtaient souvent trop peu d'attention à leurs écrans. On a fait un effort aujourd'hui, mais les salles de transit ne sont toujours pas contrôlées. Les pilotes s'insurgent contre les risques de terrorisme, tout en refusant le système de gardes armés dans l'avion qui favorise les échanges de tirs en vol. Les pilotes, eux, ne sont pas réellement formés contre les détournements. Ils reçoivent seulement quelques consignes. Ce sont des consignes qui résument en gros ce que vous feriez si vous avez un pistolet sur le ventre, c'est-à-dire qu'il faut obéir, il n'y a aucune autre solution sauf à envisager le carnage. Bien sûr, les détournements d'avions sont relativement rares, mais ils restent spectaculaires et certains aéroports, comme Tel Aviv ou Tokyo, n'hésitent pas à faire patienter leurs passagers pendant 4 heures pour une vraie surveillance. Ils sont considérés comme les plus sûrs du monde. Toujours au chapitre du terrorisme, un attentat à la voiture piégée aujourd'hui en Allemagne, un attentat dirigé contre les États-Unis puisqu'il visait un centre d'achat militaire américain dans le centre de Francfort. La bombe qui a explosé aujourd'hui a fait 23 blessés, dont 3 sont gravement atteints. Il y a des enfants parmi les victimes. Depuis le début de cette année, plus de 12 attentats de ce genre ont été commis en Allemagne contre les intérêts américains et les citoyens américains. Dès l'ouverture du congrès de la CGT aujourd'hui à Montreuil, Henri Krasuki a donné le ton en se livrant dans un long discours à une critique sévère du gouvernement qu'il accuse en général de décevoir les espoirs qui étaient nés en 81. Le gouvernement, cela dit, n'a pas été sa seule cible, il s'en est pris également bien sûr au patronat et aux autres syndicats. Quant aux adhérents de la CGT, il leur demande d'être plus attentifs, plus à l'écoute de leur base. Claude Guénaud. C'est un syndicat en pleine crise qui vient d'ouvrir son congrès. Une crise qui n'épargne aucune confédération, la désyndicalisation est quasiment générale, mais elle frappe de plein fouet. La première d'entre elles, la CGT. En moins de 10 ans, elle reconnaît officiellement une chute de 600 000 adhérents et perd régulièrement des voix aux élections professionnelles. Ce congrès sera peut-être l'occasion pour elle de se remettre en cause, mais on peut en douter. Le discours d'Henri Krasuki a été très peu autocritique. Le secrétaire général de la CGT a surtout mis l'accent sur les contraintes extérieures et sur la déception née après mai 81. On peut comprendre l'amertume, la déception, la colère pour beaucoup. Le sentiment d'avoir été trompé est grand. Il fallait gérer pour et avec le monde du travail. Il fallait prendre l'argent chez les vrais détenteurs de la richesse. C'étaient les conditions de base pour mobiliser les moyens du pays et l'engager dans une voie de développement faisant reculer le chômage. Henri Krasuki ne s'est pas gêné pour dire ses 4 vérités au gouvernement. Mais il a pour le moins surpris par son ton mesuré. Pas d'anathème, comme on en a entendu récemment. Il a aussi rejeté en bloc la droite et le CNPF et écorché au passage la CFDT. Un recul social, ça ne se négocie pas, ça se combat. Et lorsqu'on entend Edmond Maire affirmer en substance que les salaires, ce n'est pas très important, et que la grève
est dépassé. On est bien obligé de lui dire, au minimum, à lui aussi, qu'il n'y a pas plus archaïque que ça. Henri Krasuki ne s'est pas étendu sur les difficultés internes de la CGT, mais il a cependant souligné les importantes carences à combler pour attirer les cadres et les employés. Ça n'est pas si compliqué que ça. Il suffit, c'est la nature même de l'activité syndicale, de comprendre les gens, de s'adapter à eux, de se mettre à leur place, d'être un des leurs et de faire comme ils sont, avec eux. Demain et jusqu'à vendredi, place au débat. On a beaucoup parlé ces derniers temps de dissensions au sein de la CGT, de désaccords sur la façon d'aborder l'action revendicative. Ce sera peut-être alors l'occasion d'en juger. À Rome, le pape Jean-Paul II a inauguré ce matin le synode extraordinaire des évêques qui va se tenir jusqu'au 8 décembre. 450 évêques, cardinaux et prélats venus du monde entier ont célébré avec lui aujourd'hui une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. La cérémonie rappelait un peu celle qui avait ouvert le Concile Vatican II il y a 23 ans. La date du 8 décembre pour la fin des travaux de cette assemblée est du reste un anniversaire, ce sera 20 ans, jour pour jour, après la conclusion du Concile, car précisément, il s'agit pour l'Église de réfléchir sur ce qui s'est passé depuis lors, de faire le bilan de l'ouverture au monde qu'avait représenté Vatican II, et de réfléchir enfin sur le fonctionnement de l'Église catholique et sur les crises qu'elle traverse. Gérard Dupagny. 20 ans après Vatican II, l'Église de France se trouve en effet confrontée à une triple crise. 1. Une montée de l'incroyance, phénomène que l'on constate dans tous les pays où l'Église était jusqu'à présent bien implantée. 2. Une baisse de la pratique religieuse, moins de fidèles à la messe, désaffection pour les sacrements, 70% des catholiques avouent ne jamais se confesser, on se marie moins à l'Église, en un mot, on se dit catholique par habitude, mais on ne fréquente plus l'Église et ses sacrements. 3. Une chute des vocations sacerdotales, 45 000 prêtres en 1950, 36 000 en 1975, 28 000 aujourd'hui, 18 000 dans 10 ans selon les prévisions. À cette crise des vocations, l'Église de France veut apporter quelques remèdes. Et sur l'Europe tout entière. Et un gros effort se fait d'appel, nous n'osons pas dire de recrutement, le mot serait un peu déplacé, mais un très gros effort pour que tout le monde, tous les chrétiens soient conscients qu'ils ont besoin de ces permanents au service de l'Église et au service aussi de la présence de l'Église dans le monde. Et puis, alors ceci est allé en se développant de façon très sensible depuis Vatican II, de dire à tous les baptisés, vous n'êtes pas simplement des clients dans l'Église, vous avez à apporter votre pierre, votre quote-part, et cet appel a déjà été entendu. Également des hommes qui deviennent diacres pour la vie entière tout en gardant leur métier et leur vie de famille. Si on ne comptait que 6 diacres en France en 1970, ils sont aujourd'hui 250. Cela dit, que l'on soit traditionnaliste ou progressiste, on est obligé de constater un effritement du christianisme en Europe, même si l'Église catholique peut, dans certains cas, être encore un refuge. La tâche la plus importante pour l'Église, c'est de montrer aux gens d'aujourd'hui que dans l'Évangile, on peut trouver des solutions pour les problèmes des cœurs des gens, leur angoisse. Pourquoi l'Église se préoccupe et est-elle très écoutée quand elle a le souci du chômage, du travail, de l'avenir des jeunes? C'est bien parce que la voix chrétienne dans ces problèmes humains est toujours entendue et attendue. Avant ce synode qui va réunir 200 évêques à Rome, certains de ses participants craignent d'assister à un enterrement de Vatican II ou encore d'assister à la restauration de l'Église d'avant le Concile. Faut-il brûler Vatican II? Jean Villeneuve, patron des évêques de France, ne le pense pas, bien au contraire, même s'il faut en corriger la trajectoire. Encore une information nouvelle à propos du détournement du Boeing égyptien sur Malte. Je vous disais tout à l'heure que l'assaut a été donné sans doute par les forces égyptiennes dépêchées sur place. Et je vous disais aussi que cet assaut, selon des témoins, aurait fait plusieurs victimes. Eh bien, cette information semble démentie par l'agence officielle égyptienne qui dit à l'instant que les otages qui se trouvaient à bord au moment de l'assaut ont été sauvés. Peut-être aurons-nous un peu plus de détails d'ici la fin de ce journal. Élection générale au Honduras aujourd'hui, l'événement est important car ce petit pays d'Amérique latine, le plus pauvre de la région, soit dit en passant, détient un rôle stratégique majeur. C'est un peu la base avancée des États-Unis au milieu des révolutions d'Amérique centrale. Washington tient donc à ce que la démocratie y fonctionne normalement et à ce que ces élections s'y déroulent sans incident.
Francine Raymond. Une frontière avec le Salvador, une autre avec le Nicaragua. Ce n'est pas par hasard si les États-Unis ont fait du Honduras le pivot de leur stratégie en Amérique latine. À quelques kilomètres de la frontière avec le Nicaragua se déroulent les manœuvres conjointes de l'armée hondurienne et des troupes d'élite américaines. 5000 soldats capables de frapper aussi bien au nord contre la guérilla du Salvador qu'au sud contre la révolution sandiniste du Nicaragua. Ainsi, le Honduras est devenu l'arrière-base des contre-révolutionnaires nicaraguayens et les villages frontaliers se sont vus transformés en camps de réfugiés pour les combattants antisandinistes et pour leurs familles. Le président du Honduras, lui, est devenu le principal allié dans la région de Ronald Reagan. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agissait de Roberto Suazo Córdoba. Mais quel que soit le nom de son successeur, l'essentiel pour la Maison-Blanche est que le Honduras conserve l'image d'un pays démocratique. En fait, ce qui inquiète davantage les États-Unis, c'est de voir les Honduriens manifester comme ici contre la présence des contrats nicaraguayens sur leur territoire, inquiets du danger que cela représente pour leur sécurité. Hyper militarisé, le Honduras reste le pays le plus pauvre d'Amérique latine et ne peut surtout pas se payer le luxe de se priver d'une aide américaine indispensable à sa survie. Notre page spéciale maintenant consacrée comme chaque dimanche au regard porté sur la France par une télévision étrangère. Cette semaine, Marc Mémon a choisi d'inviter pour la première fois depuis le début de cette série une télévision d'un pays de l'Est. C'est dire que pour nous occidentaux, elle symbolise sans doute un autre monde et sans doute aussi une conception différente de l'information. C'est la télévision polonaise. Voilà, c'était le générique du journal du soir de la télévision polonaise et Marc Mémon reçoit ce soir Andrzej Bilik, le correspondant à Paris de cette télévision. Et c'est lui d'ailleurs que nous allons voir tout de suite dans un des reportages récents qu'il a envoyé et diffusé à Varsovie. Ce reportage traite de la politique française et précisément d'un thème qu'on y aborde largement en ce moment, le thème de l'immigration. W marcu najbliższe wybory parlamentarne we Francji. Au mois de mars, les Français éliront leurs députés. La campagne officielle n'est pas encore ouverte, mais en réalité, elle est en cours. Les états-majors politiques s'agitent, distribuent les places sur les listes électorales. Tous les partis ont rejeté l'idée d'une alliance avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Cette attitude était évidente de la part des communistes et des socialistes. Il est important que la droite classique ait fait de même. Mais l'affaire ne s'en termine pas là. On a pris de la distance par rapport à Le Pen, mais dans le même temps, on a repris certains de ses mots d'ordre, et avant tout ceux qui sont formulés ainsi, la France pour les Français, les immigrés dehors. La droite traditionnelle en appelle à des solutions appropriées, même les socialistes participent au débat. La droite classique a rejeté l'idée d'une alliance quelconque avec Le Pen, mais ses organes de presse mènent une campagne intense présentant l'image de la France du XXIe siècle sous le déluge des immigrés. Ainsi, le Figaro Magazine a-t-il présenté une étude fort contestée par ailleurs, selon laquelle d'ici 30 ans, sous la poussée démographique des émigrés, la France se trouverait menacée dans son identité ethnique. Même les socialistes participent à la polémique qui s'ensuit. Il apparaît donc de plus en plus clairement que les problèmes de l'immigration deviendront un des sujets essentiels de la campagne électorale. Le Pen, tout en étant mis à l'écart, peut en trouver quelques motifs de satisfaction. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. On vient de voir là un papier, un sujet en commentaire. Vous en faites beaucoup sous la forme de commentaires comme ça, sous la forme de plateau de situation. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour cela? Pourquoi faites-vous ce type de papier et non pas des reportages en images? Voilà, je vous dirais que tout d'abord, puisque je suis seul ici, je suis seul représentant de mon radio et télévision. Je n'ai pas d'équipe technique sur place. Quelquefois, j'ai la possibilité d'utiliser les équipes françaises, mais comme nous faisons des économies, alors on est obligé de temps à autre de se débrouiller en faisant des plateaux comme ça.
Et puis, si vous voulez, quand on est obligé de travailler dans le quotidien, on n'a pas le temps matériel d'aller faire de grands reportages, de grandes enquêtes. Je l'ai fait de temps en temps, mais pas quotidiennement, évidemment. Alors, il faut préciser que vous couvrez également l'Europe. Je travaille aussi pour le Benelux, pour le marché commun, autant ce genre de questions, tout en restant à Paris. Mais c'est uniquement une question de moyens. Je veux dire, l'image n'est pas quelque chose de plus dangereux pour les téléspectateurs polonais, surtout quand on vient des pays occidentaux. Au contraire, je pense que grosso somme toute, nous sommes très intéressés par l'image. Les spectateurs polonais, les mêmes que les téléspectateurs français dans ce sens. Et on me demande souvent de faire plus d'images. Ce sont des questions tout à fait matérielles, techniques, questions de temps, et du fait que je suis tout seul en poste ici. Alors vous travaillez surtout pour le journal de 19h30, pour l'édition de 19h30. L'originalité de cette édition, c'est qu'elle est diffusée finalement sur les deux chaînes en même temps. Là encore, il y a un seul journal, un seul grand journal du soir. C'est le seul journal, effectivement, qui est diffusé sur les deux chaînes. Nous ne faisons pas concurrence à nous-mêmes, mais il y a d'autres journaux de la première chaîne qui ne sont pas retransmis en seconde, et la seconde a deux journaux à elle. C'est seulement le grand journal du soir qui est le même pour les deux chaînes. C'est un poste important, le poste de correspondant de la télé polonaise à Paris? Mais je pense que, voyez-vous, je pense tout d'abord que c'est un poste intéressant. Premièrement, s'il est important, sûrement, puisque la France reste un des pays importants de l'Europe, de toute la situation de tout le monde, n'est-ce pas? Je pense que c'est un poste intéressant et important. Alors cette semaine, il y a eu évidemment la conférence de presse du président de la République en France. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme papier? Mais j'ai couvert évidemment la conférence de presse de M. Mitterrand. Vous savez... Surtout pour la radio. Nous nous sommes intéressés, oui, puisque je travaille aussi pour la radio, nous nous sommes intéressés avant tout, et ça c'est normal peut-être, à la situation internationale, et donc nous étions surtout intéressés par l'opinion de M. Mitterrand au sujet de Genève. Bon, il en a dit quelques mots, il a dit sa satisfaction de Genève tout au début de sa conférence de presse, et je dirais franchement que c'était ça qui m'intéressait avant tout. C'est dommage peut-être qu'il n'a pas développé plus de sujets, puisque je trouve que, il y a les grands qui se parlent à Genève, c'est très important, c'est très bon, nous ne pouvons qu'en être contents, mais peut-être il serait intéressant que d'autres pays européens de part et d'autre, que la France, pourquoi pas la Pologne et d'autres, font aussi quelques efforts dans le sens d'améliorer la situation européenne et mondiale. Alors à propos de France et de Pologne, justement, vous avez fait récemment un reportage sur les livres français qui sont traduits en polonais. Une exposition se tient actuellement à l'Institut franco-polonais à Paris de 200 livres traduits, de 100 livres français traduits en polonais. Pendant 4 ans. Maintenant. Pendant 4 ans, c'est ça. Et vous en avez fait un reportage que nous allons voir maintenant, qui a déjà été vu par les téléspectateurs polonais. L'Institut polonais de Paris organise pour les amateurs de culture polonaise plusieurs manifestations. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture de l'exposition de livres français traduits et édités en Pologne. Parallèlement à cette manifestation, nous pouvons assister à une autre exposition consacrée aux affiches, aux films et aux pièces de théâtre. Lors des 4 dernières années, il y a eu plus de 200 livres traduits du français en polonais et parus en Pologne. Parmi les livres traduits, les classiques et les auteurs contemporains, Montaigne, Stendhal, Malraux et Flaubert, ainsi que le lauréat du prix Nobel 1985, Claude Simon. C'est la surprise, on va dire. La surprise, et s'il s'agit de ce que je sens maintenant, j'aurais envie d'acheter quelques-uns de ces livres parce que je ne les connais pas en français, n'est-ce pas? Il y a un choix tout à fait extraordinaire, mais par exemple, je vois Giovanni. Giovanni, c'est un auteur de romans policiers extrêmement intéressant, mais je ne les connais pas encore. Et il y en a d'autres, au contraire, que je connais très bien, comme les livres de François Mauriac. Alors je suis stupéfait qu'il y ait aujourd'hui autant de livres de François Mauriac. À vrai dire, d'un côté, je suis assez d'accord avec ce que dit André Mossman, et d'un autre côté, je ne suis pas vraiment surprise, parce que je m'y attendais. Je sais le travail qui est fait en Pologne pour la traduction, et si on peut regretter que chez nous, il n'y a pas assez de traduction du polonais vers le français, j'étais persuadée que dans l'autre sens, on fait tout à fait ce qu'il faut. Et ce qui me frappe aussi, c'est précisément la même chose, c'est la variété des auteurs, la variété des textes, la variété dans la présentation. Je peux voir qu'il y a aussi bien pour la poésie que pour les enfants, que pour le classique.
les romans actuels, la littérature contemporaine. Enfin, mais je ne suis pas surprise. Et la caricature, parce que je vois là Faisan, et je ne m'attendais vraiment pas à trouver Faisan dans une exposition de livres français venant de Pologne. Alors, dans la semaine qui vient, quels sont vos projets d'enquête et de reportage nouveaux? Mais écoutez, je vais commencer sûrement par les livres. J'aime bien les livres et il y aura déjà tous les prix littéraires français, donc je vais présenter tous les prix littéraires, peut-être quelques interviews dans ce sens. Je vais commencer par ça. Il y a évidemment le congrès de CGT, il faudra en parler, il faudra parler de la situation des syndicats français. Quand c'est le congrès d'une autre organisation syndicale comme FO, la CFDT, vous couvrez également Pourquoi pas, oui, je m'intéresse toujours à ça, tant que ça représente un événement politique. Il faudra pour moi de m'occuper aussi de la préparation du sommet européen à Luxembourg qui aura lieu le 2 et 3 décembre. Donc il y aura des sessions de ministres des Affaires étrangères de 12 à Luxembourg, donc il faudrait que je m'en occupe. Et puis toujours les préparatifs des élections françaises. Il y aura toujours des choses importantes dans ce sens qui intéressent aussi mon public. Monsieur Bilic, je voudrais vous poser une question à propos de la télévision polonaise en France. Beaucoup de gens, je pense, gardent l'image en mémoire de 1981 des journalistes présentant le journal polonais en uniforme. Et ça, c'est une image qui a marqué, qui est une image négative largement en France et sans doute en Europe. Ça ne vous gêne pas quand vous travaillez chez nous, cette image ? Écoutez, personnellement, je n'ai pas porté cet uniforme puisque j'étais déjà ici. Donc, disons, dans ce sens, j'étais personnellement jamais gêné par ça. C'était très compliqué, la situation était à l'époque très compliquée, on peut y avoir des jugements tout à fait différents. C'était finalement une période très brève, c'était une période, si je me souviens bien, de 2 ou 3 mois, l'époque où certains de mes confrères effectivement portaient ces uniformes. Peut-être la situation expliquait ce port d'uniforme. Je sais que ça nous a causé beaucoup de tort, surtout dans le domaine de notre, au niveau de la crédibilité, comme on dit en français, de notre look, n'est-ce pas, de notre image à l'extérieur. Mais il faut voir le monde marcher en avant. Il faut que, pensant à la Pologne, vous voyez plutôt notre image d'aujourd'hui qui est déjà changée, et surtout celui de demain, que nous construisons peut-être en partie ensemble, si vous le voulez bien. André Bilic, merci. Et nous terminerons, si vous le voulez, avec des images de sport, mais comme ce dimanche ne recelait pas d'événements bien marquants en France sur ce chapitre, Daniel Leclerc s'est intéressé au football italien, le choc précisément entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin pour la 11e journée du championnat italien, un match qui s'est terminé par l'égalité, un but partout, un but oui, mais un but de Platini bien sûr. De l'autre côté des Alpes, dimanche, c'est le jour du calcio, un championnat italien où à chaque journée il se passe quelque chose. Le choc du jour, l'Inter recevait la Juve. L'occasion pour le Milanais Bergomi de s'élever au-dessus des eaux. Mais une fois de plus, dans cet affrontement entre cousins ennemis, Michel Platini a encore fait des siennes. Dernière trouvaille du capitaine de l'équipe de France, marqué un pénalty de la tête. Original, non? Un exercice difficile que Platini ne souhaite pas renouveler sous peine de perdre la face. Le tiercé à Auteuil cet après-midi, l'arrivée gagnante 2, 4 et 6. Il rapporte dans l'ordre 270 francs, dans un ordre différent 54 francs. Ce sont vraiment de tout petits rapports, cela dit. Monsieur Courtine, tout de même, vous l'avez donné dans l'ordre hier soir. Avant de vous parler de la météo, je pense qu'il est nécessaire de faire un bref retour sur l'affaire du détournement du Boeing égyptien à Malte pour vous résumer les informations qui nous sont parvenues assez nombreuses pendant ce journal. L'assaut final, l'assaut a donc été donné tout à l'heure sur l'aéroport de Malte aux alentours de 21h15 heure française. Un assaut donné de sources maltaises par la police de Malte et de sources égyptiennes et américaines par les forces spéciales, le commando de l'armée égyptienne dépêché sur place dans la journée. Selon certaines informations de témoins qui se sont exprimés tout à l'heure, il y aurait eu des victimes au cours de cet assaut. Selon les Égyptiens, en revanche, l'assaut aurait été donné sans effusion de sang. C'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'instant, si ce n'est, il faut ajouter bien sûr que le commando, au cours de la journée, avait tué plusieurs passagers du Boeing, au moins 3, entre 3 et 7, suivant les sources d'information.
La météo, donc, pour demain, des nuages, de la pluie et de la neige. L'après-midi, des éclaircies au nord d'un axe Charente-Lorraine. Le soleil brillera toute la journée près de la Méditerranée. Les températures seront un peu plus douces qu'aujourd'hui et les jours précédents. En principe, on devrait remonter partout au-dessus de 0. On ira jusqu'à 4 dans le nord-est, 7 dans l'ouest et jusqu'à 8 ou 12 dans le midi. Demain soir, 2 rendez-vous d'information, 19h pour la première édition avec Richard Tripot et à 22h15, vous retrouverez Geneviève Guichenet. Pour ma part, je vous retrouve dans une semaine et avant de vous laisser regarder le cinéma de minuit, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée sur la 3. À Malte, l'assaut a été donné à l'instant pour libérer les passagers du Boeing égyptien détourné la nuit dernière. La sécurité de l'aéroport d'Athènes, une fois de plus en question, les pilotes français envisagent un boycott de cet aéroport. Henri Krasuki critique le gouvernement à l'ouverture du congrès de la CGT aujourd'hui à Montreuil. Le synode de l'Église catholique vient de s'ouvrir à Rome, il doit tirer les leçons de Vatican II 20 ans après.